14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous allons passer ces 2 heures ensemble sur Sud Radio et nous allons lire. Non, je sais bien que les gens lisent de moins en moins et c'est bien dommage parce que la lecture est essentielle puisqu'elle nous permet de mieux comprendre la nature humaine. Elle nous permet également de découvrir nos premiers émois. Lire un auteur, c'est en quelque sorte entrer en communion avec lui et ce n'est pas par hasard qu'on va aimer tel auteur ou telle romancière. Notre invité aujourd'hui, c'est Patrick Lemoine. Il est psychiatre et il s'amuse toujours à dépeindre différentes personnalités. Et dans son dernier livre, La santé psychique des écrivains, eh bien, il s'est amusé à dépeindre différents auteurs tout en nous aidant à plonger dans leur univers. Alors, vous comprendrez mieux pourquoi tel écrivain vous a plu, peut-être parce que vous vous êtes senti en phase avec lui. Et je vous propose de venir nous raconter quel est le livre ou l'auteur, à moins que ce ne soit une autrice évidemment, qui vous a éveillé à votre personnalité, à votre sensualité et qui donc vous aura aidé à vous construire. Notre numéro, vous le connaissez, c'est le 0826 300 300. Merci d'être avec nous durant ces 2 heures. Patrick Lemoine, bonjour. Bonjour Brigitte. Alors, vous êtes psychiatre et vous avez écrit ce livre avec Sophie Viguier-Vincent qui, elle, est donc journaliste... Pure journaliste littéraire. Et ça s'appelle La santé psychique des écrivains et leurs personnages. C'est aux éditions Odile Jacob. Alors, moi j'ai trouvé que, une fois de plus, vous aviez fait un livre sur les hommes célèbres, Napoléon, etc., sur les génies, Freud, etc. Et là, donc, c'est des écrivains et leurs personnages, parce que parfois c'est un personnage très important que vous avez décodé. Et ce que je trouve intéressant, c'est grâce à vous, on comprend mieux la psychiatrie et les personnages qu'on a autour de soi, finalement. C'est une façon d'expliquer ce que c'est que quelqu'un d'anxieux, quelqu'un d'addictif, quelqu'un de borderline, etc. C'est vrai. Et d'ailleurs, depuis toujours, je prescris régulièrement à mes patients de lire tel livre. Sur mon ordonnance, je marque, par exemple, Ensemble, c'est tout de Anna Gavalda, pour que ces personnes, mes patients ou leurs familles, arrivent à vivre avec quelqu'un qui a un TOC, quelqu'un qui est déprimé, quelqu'un qui est borderline, parce que dans ce livre, c'est une histoire de colloque, où il y a 4 personnages ayant des pathologies très très bien marquées. Et puis, pour mes étudiants, je leur prescrirai de lire L'Assommoir de Zola, parce que la description du délirium tremens, les médecins sont pas capables d'écrire aussi bien. Il avait tout trouvé. Il avait trouvé le diagnostic, la clinique, la cause et le traitement. Il y a 150 ans. Justement, comment vous expliquez, parce que c'est vrai, quand on regarde l'histoire de la littérature depuis toujours, ils sont parfois plus doués pour expliquer, pour décrire, si je puis dire, un personnage qui aurait tel ou tel autre défaut. Enfin, défaut, c'est pas forcément des défauts. Comment vous expliquez ça ? C'est une sorte d'inconscient à inconscient. Je dirais qu'il y a 2 choses. D'une part, c'est des génies, donc des génies de la description. Prenez Amélie Nothomb, pour décrire l'anorexie, elle est incroyable, parce que c'est du vécu. Parce que je ne crois pas qu'il puisse y avoir de création sans souffrance. Et elle en connaît un rayon dans ce domaine, Amélie Nothomb, sur la souffrance et tout ce qu'elle raconte, qu'elle a vécu dans sa vie. Donc, le talent de l'écriture, même le génie de l'écriture, plus le vécu, fait des descriptions que les médecins qui sont d'obscurs tâcherons, qui essayent d'annoncer leur cours, sont bien incapables de faire. Donc, c'est vrai que pour comprendre l'anorexie, il ne faut pas aller dans un cours de médecine, il faut aller chez Amélie Nothomb. Oui. Et puis en plus, on s'amuse, on se distrait en lisant, alors bien que sûr. lire un manuel de psychiatrie, c'est un petit peu moins amusant. Ça dépend, si on est insomniaque, ça aide quand même. Si on est insomniaque, oui. Alors dans ce livre, vous avez évoqué différents écrivains, évidemment, mais surtout, c'est ce que vous disiez, vous avez mis 4 parties. Donc il y a d'abord les dépressions, et ça c'est quand même quelque chose de très fréquent chez l'être humain. D'après l'OMS, dans les 15 ans, ce sera la première cause de handicap dans le monde, la dépression. Donc c'est un truc hyper fréquent. On a pratiquement une chance sur 3 dans sa vie d'avoir une dépression. Et c'est
plus en plus ou... Oui. Et pourquoi? Comment vous expliquez ça? Alors ça dépend des dépressions. Si on parle des maniaco-dépressifs, le trouble bipolaire, dont on parle beaucoup en ce moment autour de Philippe Amotte, autour de Nicolas Demorand, ça c'est stable. Que vous soyez au Moyen-Âge, que vous soyez en Chine, que vous soyez chez les riches, chez les pauvres, c'est toujours 1 à 2%. Oui. Mais on dit que c'est génétique, ça. Oui, c'est génétique, c'est biologique, ça, on va dire, c'est stable. En revanche, les dépressions par épuisement, par harcèlement, par... et puis, fatigue de trop en faire, ça s'aggrave. Et ça, c'est la société qui... Oui, parce qu'en fait, il faut comprendre qu'on est construit pour vivre dans des petites bandes de 30 cueilleurs-chasseurs. En gros, c'est ça notre construction, hein, comme les chimpanzés, comme nos ancêtres. Et on sait que chaque fois qu'on croise un de nos contemporains, il y a quand même un stress. Vous prenez le métro à Paris ou à Lyon, en 10 minutes, vous croisez 10 000 personnes, 10 000 stress. Donc on peut comprendre qu'au bout d'un certain temps, ça use un peu. Je suis pas sûr que dans les campagnes, je parle pas des gens qui se suicident comme chez les paysans ou chez les vétérinaires qui se suicident beaucoup, où il y a des problèmes d'argent et également de mauvaises images pour les paysans. Mais autrement, les gens qui vivent à la campagne, je crois pas qu'ils se suicident tellement plus qu'avant. Moi, je vous assure que tous les matins, je vais me promener dans la nature. J'ai pas une envie terrible de me suicider. Exactement. Donc je crois qu'à la campagne, bien sûr. on réduit le facteur de risque de la vie moderne. Alors le deuxième chapitre, si je puis dire, c'est les personnalités et ses troubles. Donc là, vous parlez donc des borderline, du piège narcissique aussi, hein, les fameuses liaisons dangereuses. Oui. Un livre extraordinaire, hein. Oui, bien sûr. Quand l'alcool fait rage, etc. Et puis dans le troisième, c'est les complexes structurants, hein, complexes de supériorité, d'infériorité, etc. La jalousie. Et le quatrième, c'est les traumas qui paralysent. Et c'est vraiment je vous dis, c'est le cinquième, c'est les fameuses addictions, hein, dont on parle de plus en plus. Et d'ailleurs, on recevra un psychiatre qui vient de sortir un livre sur les addictions. On voit bien, que il y a tellement de difficultés à être humain, parce que chez l'animal, on n'a pas tout ça. Pas sûr. Mon prochain livre, ce sera l'idée, c'est pour en finir avec le propre de l'homme. Pour montrer qu'en fait, l'homme n'a aucune spécificité, que ce soit le libre arbitre, que ce soit l'amour, que ce soit l'humour, que ce soit l'esthétique. On retrouve toujours des modèles animaux, sauf un, le suicide. Pas d'animaux, aucun animal ne se suicide. Mais autrement, on retrouve à peu près tout, et on voit des chiens psychotiques, on voit des chiens déprimés, on voit des perversions, on voit des chiens abandonniques, on voit des gorilles qui pètent les plombs, enfin plus les chimpanzés d'ailleurs, des chimpanzés qui sont tellement ivres de pouvoir qu'ils font des raids. Il y a quand même un tout petit peu d'anthropomorphisme là-dedans, non? Complètement. Bon, d'accord. Me voilà rassuré, vous n'êtes pas fou. J'ai envie de dire que nous sommes plutôt des zoomorphistes. Patrick Lemoine est avec nous et vous allez voir, ça va être une émission passionnante parce qu'on va mieux comprendre que c'est pas si simple d'être humain et qu'il faut donc être indulgent et ne pas vouloir être parfait. Ce serait déjà une première ordonnance que vous pourriez nous faire, non? Absolument, imperfection. Mais c'est pas remboursé par la Sécu, ça devrait. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant avec vous, bien sûr. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous, psychiatre, docteur en neurosciences, et votre dernier livre, La santé psychique des écrivains, c'est aux éditions Odile Jacob. Nous avons Steve qui est avec nous. Bonjour Steve. Oui, bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Bonjour Steve. Dis donc, vous n'avez pas choisi n'importe qui, hein, Steve, on commence fort. Hein. Ah bon? Oui. Oui, quand même, Krishnamurti, c'est pas rien, oui. Hein. Vous voyez qui c'est quand même? Pas du tout. Ah, ça c'est intéressant, Patrick Lemoine ne connaît pas. Alors Krishnamurti, c'est un sage qui avait été choisi comme gourou, hein, en Inde dans le XXe siècle. Hein, je ne sais plus exactement quelle année vous avez. C'est à l'origine du mouvement Hare Krishna. Non. Et il s'était démarqué de cette position de gourou. Et c'est lui qui a eu une grande importance dans le mouvement d'apprendre à connaître ses émotions, de se libérer du connu. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire pour éclairer Patrick Lemoine, Steve?
Oui, c'est tout à fait ça en fait. Il avait été c'était Elena Blavatsky qui avait créé le temple de la théosophie en fait. C'était en 1800 et quelques, et donc Krishnamurti est arrivé, a été reconnu comme quoi il était l'élu pour gouverner entre guillemets cet ordre-là. Sauf qu'il a dissous cet ordre en 1900 et quelques, et donc après il est parti sur son approche un petit peu philosophique. Alors il se considérait comme un penseur en fait, Krishnamurti. Et donc de son travail, de tout ce qu'il a mis en avant, je suis tombé, alors hasard ou pas hasard, sur ses livres quand j'avais 18 ans, à l'âge de 18 ans. Donc aujourd'hui j'en ai 53. Et pour rien vous cacher, quand j'ai acheté des livres, en fait c'était un genre de triptyque, il y avait Se libérer du connu, La première et dernière liberté, et puis un autre la révolution du silence, exactement. Oui. Et donc je prends ces livres, j'avais 18 ans, alors je suis quelqu'un qui est assez curieux et qui se pose pas mal de questions, mais bon, pas plus que ça. Je récupère ces livres, j'ouvre les premières pages, je vous cache pas, Brigitte, et donc je m'adresse aussi à votre invité. J'ai refermé des livres, je ne comprenais pas un mot de ce qu'il proposait. Je savais pas de quoi il parlait. En fait, il n'y avait aucune résonance par rapport à ce qu'il proposait, et je crois que j'étais un petit peu trop jeune pour intégrer ou du moins conscientiser ce que Krishnamurti proposait. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai refermé les livres, je ne les ai pas touchés pendant une dizaine d'années. Et vers donc 28 ans, 30 ans, je les ai rouverts. Et donc, il y a eu une évolution de 18 ans à 30 ans de mon côté. Et donc, effectivement, j'ai rouvert ce livre. Et le premier livre que j'ai rouvert, ça a été Se libérer du connu. Et là, ça a été pas une révélation, mais enfin, vraiment, le message était un peu plus clair pour moi. Alors, pour expliquer à Patrick Lemoine, on est un peu dans la philosophie bouddhiste, oui. De toute façon. Et c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait que vous achetez ces livres à 18 ans ? C'est fou. Oui. Et que vous les gardez ? Parce qu'un livre qui nous plaît pas, en général, on le garde pas. Et alors moi je sais que c'est un de mes maîtres, Krishnamurti, donc voilà. Mais alors justement, je me sens totalement inculte. Non, mais c'est pas grave. Vous allez nous donner votre avis de psychiatre. Aimez lire des choses qui sont, faut reconnaître, un peu dures à lire, qui nous parlent qu'il faut être dans le lâcher prise, il faut accepter ses émotions parce que de toute façon on peut pas les changer. C'est quoi ? C'est d'être sage avant l'heure. Qu'est-ce que vous diriez, Patrick Lemoine ? Oui, moi je pense que c'est une recherche, on va dire, d'un auto-éveil. C'est une manière de vouloir finalement s'auto-analyser, mais de manière, on va dire, plus pragmatique que chez Freud, qui s'analysait de manière gratuite, où il n'y avait pas d'objectif thérapeutique, puisque Freud a fini par le dire, qu'il n'y avait rien de thérapeutique dans la psychanalyse, alors que dans le bouddhisme, on peut voir, et lui-même, Bouddha, sur lui-même, a eu un aspect très, très thérapeutique. J'en parle d'ailleurs dans La santé psychique des génies, sur le fait qu'il a pu se soigner par la privation de nourriture, par la méditation, et finalement par cet éveil. Et lui, que je pense... Il souffrait d'un syndrome post-traumatique. Il avait eu ces 4 traumatismes au départ de sa vie. Eh bien, il a réussi à guérir et à s'élever. Donc, je crois que c'est vraiment une recherche au fond du bonheur. Ça vous convient, Steve ? Oui, tout à fait. Et merci beaucoup de votre message. En ce qui me concerne, si vous voulez, Krishnamurti me parle beaucoup. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui va vraiment vous bousculer par rapport justement à votre connu, vos croyances, votre conditionnement. Il avait bien évidemment pas la solution et il ne supportait pas qu'on dise ça, bien évidemment, mais ce sont des pistes de réflexion qui, moi, pour ma part, par rapport à mon vécu et mon connu, vous voyez, par exemple, enfin, on n'est pas là pour parler de mon connu. Si, vous pouvez parler de vous, Steve. Vous seriez pas le premier. Vous savez, je crois que vous le savez très bien. Einstein disait le hasard, c'est Dieu qui se balade incognito. Et donc, lorsque je tombe sur ces livres à 18 ans, par rapport à ce que je traversais et quelque part la quête que je cherchais en fait par rapport à des réponses, il ne m'a pas apporté la réponse, mais c'est pas un hasard. Et donc, j'ai vécu l'abandon assez brutal du côté de mon papa, bon bref, et en fait ce qui s'est passé c'est que je n'avais plus ce totem, vous voyez, le côté un petit peu sacré que moi je considérais comme sacré. Mon papa c'était le totem, le sacré. Et donc je me suis retrouvé à avoir plusieurs personnes, si je puis dire,
Et je me suis orienté un petit peu vers Jung et concernant la persona, vous voyez, les archétypes. Le problème, c'est que je me suis un petit peu perdu par rapport à ça, en lien avec ça, du coup. Donc, pas perdu totalement, mais bon, quand même. Et donc, je tombe sur Krishnamurti, donc à 18 ans, et 10 ans après, ce monsieur, en fait, me parle beaucoup. Donc, du coup, là où je veux en venir, c'est que j'ai pratiquement tous ses livres, les conférences, je ne les ai pas toutes vues, loin de là, mais parce que son message est intégré pour moi. Il y a vraiment une intégration. Ce n'est plus essayer de comprendre quelque chose. Je suis plus dans la comment on peut dire, c'est vraiment une intégration, c'est-à-dire un mot, une phrase, un livre a une résonance particulière par rapport au chemin de vie dans lequel je suis depuis très jeune, en fait. Vous voyez, très jeune, je me retrouvais dans des postures presque extatiques. Alors, je ne sais pas si c'est des prières ou etc., mais en tout cas, je cherchais quelque chose qui pouvait peut-être me permettre d'être un petit peu, comment dire, apaisé. Au moins ça, par rapport à mon connu, en fait. Est-ce que le mot trans vous conviendrait dans les états dont vous parlez, extatiques? En fait, oui, j'ai employé un mot particulier, monsieur, excusez-moi, docteur, monsieur, pardon. Patrick, appelez-le Patrick. Oui, Patrick, c'est plus simple, mais je pense que vous avez vécu des trans. Effectivement, je ne cherchais absolument pas ce côté un petit peu dans un second plan. Mais effectivement, le fait de peut-être la prière, peut-être la méditation, mais je savais même pas ce que je faisais. Eh bien, m'apaiser, c'est tout ce que j'observais. Donc je ne cherchais pas quelque chose, c'était un état d'apaisement à l'instant T. Donc c'est pour ça que je me permets de dire presque extatique, parce qu'en fait je fixais un point, je m'en souviens très bien. J'ai fixé un point, mais il y avait pas de choses définies. Non, mais pour expliquer clairement à ceux qui nous écoutent, puis moi je l'ai dit, Krishnamurti ça a été un de mes grands maîtres. Ce qui est intéressant dans ce travail d'éveil, grâce à la respiration, la méditation, etc., c'est que on se renourrit de l'intérieur et du coup ça remplit ce vide qui provoque tellement d'angoisse chez l'humain et ça apaise, ça permet de se sentir, j'allais dire, aligné. Voilà, je crois que c'est intéressant quand vous dites Patrick Lemoine, c'est une manière de se faire sa thérapie. Oui. Je pense que c'est très très juste. Oui. Et je pense que vous avez en plus, Steve, fait un bon choix parce que les archétypes, ça n'existe pas. Tous les anthropologues vous le diront. Donc votre premier maître à penser, à mon avis, c'est complètement planté. Et sûrement vous avez dû ressentir que c'était un peu plaqué et que ça ne vous correspondait pas. Alors je pense que Krishnamurti, que je découvre, donc, est probablement quelqu'un d'authentique, de réel. En tout cas, il avait une qualité, il ne voulait pas qu'on le prenne pour un gourou et il disait toujours ressentez, expérimentez, ne croyez pas. Donc il est authentique. Et pour moi, ça c'est quelque chose que je trouve très intéressant, parce que oui... Il joue pas, absolument. Eh ben merci Steve, vous vous rendez compte, vous avez fait découvrir un auteur quand même très connu à Patrick Lemoine. Hein, franchement, quel exploit, Steve. Encore un trou dans ma culture. Non, mais ce serait intéressant de faire un livre prochain, après celui sur les animaux Patrick Lemoine, sur les grands maîtres qui ont été des maîtres spirituels. Il y avait un autre projet qui est assez proche, c'était de faire la santé psychique des dieux. Que ce soit les dieux de l'Olympe, les dieux hindouistes. Donc c'est pas un dieu, Krishnamurti, mais de leurs élèves aussi. Et également évidemment le dieu de la Bible. Il y a énormément de dieux et je pense qu'ils ont quand même des sacrés problèmes psychologiques eux aussi. N'est-ce pas? Mais est-ce qu'il ne faut pas être un peu fou pour être heureux? Pour être Dieu? Pour être heureux. Pour être heureux. Parce que au fond, est-ce que si on est trop normal, est-ce qu'on peut être heureux? Non, parce que si on est trop normal, on est fou. Et que la vraie normalité, c'est d'assumer sa folie. Bon, eh bien voilà où on en est avec vous, Patrick Lemoine. Merci Steve, en tout cas, on fait une petite pause, on se retrouve avec le Love Conseil, et puis on continue bien sûr à vous écouter et à nous parler de votre auteur qui vous a permis de vous construire. Peut-être qu'on ne le connaîtra pas forcément, mais vous nous le décrirez à ce moment-là. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil.
Patrick Lemoine, je vous propose un peu de gymnastique à deux. L'union fait la forme. En fait, ce serait une sorte de jeu ludique un peu sensuel. Et c'est un moyen aussi de dialoguer corporellement. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc, ça consiste à faire du sport ensemble. Alors, le sport, c'est peut-être un grand mot, mais c'est juste de s'assouplir, de se tonifier ensemble. Et l'exercice consiste à ce que l'un fasse des mouvements tandis que l'autre le tient. Par exemple, faire des pompes. La femme va faire des pompes et ses seins doivent venir toucher les pectoraux de son amant. Mais juste les toucher et se relever. Les mains sont donc posées de chaque côté des épaules de son amant. Lui va rester passif et il va compter le nombre de pompes. Voilà, deuxième exercice, par exemple, face à face, les jambes allongées. Vous vous tenez les mains bras tendus et l'un et l'autre doit se laisser aller vers l'arrière puis revenir. C'est un très bon exercice pour les abdominaux. Debout face à face, l'un après l'autre doit s'accroupir ou vous accroupissez ensemble. Bon, bref. Tous ces exercices-là, on les fait en tenue légère, mais pas nue. Et puis, c'est une manière, je trouve, d'avoir une petite complicité corporelle sans qu'on soit juste dans une complicité corporelle. On ne va pas plus loin. Ça me plaît énormément. C'est pas mal, hein ? Ah oui, beaucoup. Et puis, je trouve que ça donne un peu de complicité. Ça peut... Oui, mais moi, il me semble que c'est le mot harmonie qui me vient. Oui, une union. Je pense que ça fait une union harmonieuse du couple. Voilà, plutôt que de faire chacun de son côté ses petits abdos. Superbe idée. Et ben voilà, je crois que je vais la prescrire. Programme du week-end. Ben, pourquoi pas, je vous demande pas de royalty. Caroline est avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour Caroline. Très heureuse. J'espère qu'il n'y a pas trop d'écho. Non, ça va pour l'instant. On est bien. Parfait. Alors, quel est le livre ou l'auteur que vous avez choisi, Caroline ? Alors, c'est Le pouvoir du moment présent de Edgar Tolle. Vous connaissez quand même un peu. Non ? Mais c'est terrible, là. Je vais repartir dans une honte absolue. C'est Bernard Soler ou non ? Non, c'est Le pouvoir du moment présent, ça me dit quelque chose. Alors, j'ai pas lu ce livre et je vois de qui il s'agit, mais j'en sais pas plus que ça. Donc, dites-nous qu'est-ce que ça vous a provoqué, et puis Patrick Lemoine pourra réagir et vous parlera de votre personnalité. Ne vous inquiétez pas. Et même s'il a pas lu le livre, la manière dont vous allez en parler, il va tout de suite connecter. C'est vous qui nous intéressez encore plus que le livre. Merci bien. Écoutez, c'est un livre qui m'a marqué parce qu'il y a quelques années, j'ai une amie qui me l'avait offert et je l'avais feuilleté, mais je l'ai trouvé un petit peu compliqué à comprendre. Et puis au final, en 2019, j'ai fait un burn-out où vraiment j'ai broyé du noir, j'avais des pensées noires, sombres, suite à pas mal d'épreuves. Et j'ai fait le choix de rentrer en clinique pendant 1 mois et demi. Mm-hmm. Donc c'est moi qui ai fait les démarches parce que je sentais qu'il fallait que j'arrête dans ma vie. Déjà, bravo, parce que c'est rare que soi-même on prenne conscience qu'on a besoin de se faire aider. Bravo. Merci. Et c'est vrai que ça a été mon ego, il a fallu le mettre de côté parce que j'ai plutôt une tendance de femme forte et blablabla, tout le reste. Et donc, vous savez ce que je ne cesse, Caroline, ce que je ne cesse de répéter, que notre plus grande force, c'est de connaître notre vulnérabilité. Oui. Vous êtes d'accord ou pas avec ça ? Absolument. Je passe mon temps à expliquer ça, oui. Tout à fait. Donc, j'ai fait du judo quand j'étais petit. Et judo, on dit toujours qu'on se sert de la force de l'autre. Ça ne sert à rien d'être un gros bourrin, parce que ça ne marche pas dans le judo. Et c'est le fait d'être faible qui fait qu'on gagne. Oui, c'est beau. Et sans doute que, d'ailleurs, justement, cette faille et quand vous avez sombré, c'est peut-être ce qui vous a transformé autant que le livre dont vous allez nous parler. C'est aussi une chose que je dis souvent, exactement. Vous verrez quand vous serez sorti de votre épisode de burn-out ou de dépression, vous serez meilleur qu'avant. Et ça ne loupe jamais. Et je suis bien d'accord parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont changé. Et ce livre m'a beaucoup ouvert les yeux parce que pendant 1 mois et demi où j'étais en clinique, je voyais mon psychiatre. J'avais refusé de prendre des antidépresseurs, mais je prenais juste pour dormir le soir, pour dormir. Et j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup écrit. Et ce livre m'a ouvert les yeux sur le fait que je m'attachais à mes blessures de passé et que j'avais la peur du futur.
et que je ne vivais jamais dans mon corps et jamais dans l'instant présent. Et ça a été très compliqué et difficile à comprendre, à le vivre. Donc j'ai commencé à faire de la méditation, à écrire. Et on m'a analysé aussi un côté HPI, donc j'ai compris pourquoi j'avais 36 millions de pensées. D'où l'importance pour moi de vivre l'instant présent. Et donc dans ce livre-là, il nous explique vraiment comment le faire et le pourquoi. Et que vraiment ça reste un instant très magique. Et j'ai vraiment vécu des instants magiques, pour le coup, où j'ai eu le sentiment que tout s'arrêtait autour de moi, dans la nature, où j'ai eu le sentiment d'avoir cet amour qui remontait, qui jaillissait en moi, limite une gratitude très forte, parce que je me suis à nouveau ressentie reconnectée à moi-même et à l'extérieur. Mhm. Voilà, donc je voulais vous partager ça. Eh bien, écoutez, merci Caroline. Je crois que c'est vous, Patrick Lemoine, qui avait dit un jour les dépressifs ressassent le passé, les anxieux ont peur du futur. Oui. Ça doit être de vous, ça. Hein. Oui, tout à fait, parce que ça, c'est dans mes thérapies, c'est un jeu que je fais souvent avec mes patients. Je les laisse parler et puis je compte le nombre de fois où ils parlent au présent, à l'imparfait, au futur. Et clairement, les déprimés parlent à l'imparfait, ou au passé composé, etc. Le pire, c'est le conditionnel passé. J'aurais dû, alors ça, c'est interdit. Les anxieux, ils parlent au futur. Et puis les gens qui vont bien, ils parlent au présent. C'est-à-dire que le vivre au présent est complètement essentiel pour un bon équilibre. Alors, je dis pas qu'il faut pas de temps en temps faire des plans sur l'avenir, de temps en temps il faut pas se retourner sur son passé. Mais quand l'imparfait est au premier plan, ou que le futur est tout le temps au premier plan, c'est qu'il y a un problème. Et donc, pour m'amuser, je dis à mes patients, un gage chaque fois que vous serez à l'imparfait, si c'est des déprimés, un gage chaque fois que vous serez au futur. Voilà, et donc on entend bien, Caroline, que vous avez appris grâce à cet auteur et ce livre à vivre au temps présent, ce qui est la meilleure manière d'être heureux, hein, de toute façon. Carpe diem. Par contre, il y a une chose qu'a dit Caroline, et je voulais revenir dessus, si vous le voulez bien, Patrick Lemoine. Caroline, vous avez dit à un moment donné, je ne voulais pas prendre d'antidépresseurs. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, et je me demande si ce n'est pas une erreur, parce que de temps en temps, c'est... Alors, tout dépend. Tout dépend. Un de mes livres en écriture, c'est le guide du sevrage des psychotropes inutiles. Tout le monde est d'accord, les tranquillisants, les somnifères, c'est des produits toxiques qu'on devrait retirer du commerce pratiquement complètement. En revanche, les antidépresseurs ne se différencient du placebo que dans 15% des cas, c'est-à-dire dans la dépression sévère. Donc les personnes qui ont une dépression sévère, suicidaire, où ils sont figés, ils sont non seulement douloureux, mais en plus ils n'ont qu'une idée, c'est de chercher une corde ou un fusil. Ceux-là, on sait que les antidépresseurs marchent. Mais toutes les autres dépressions qu'on appelle modérées ou légères, les dépressions de ville, on va dire, les personnes qui ne sont pas à chercher à se suicider tout le temps, les antidépresseurs ne marchent pas. Les études montrent qu'ils ne se différencient pas du placebo. Pourquoi on continue à en donner autant, alors ? Brigitte, vous êtes naïve à ce point. Oui, non, j'ai compris, pardon, excusez-moi. C'est... Le marketing est puissant. Je fais mon métier parfois de poser la question. Je viens de sortir, par exemple, une étude où j'ai comparé composé de safran et de rhodiol à un placebo. Ça marche du tonnerre de Dieu. Beaucoup mieux que les antidépresseurs, on va dire, allopathiques. Or, un médecin, un docteur, sorti de la faculté, il se sent un peu déshonoré, s'il est dans la médecine tout à fait classique, de donner des plantes. Alors qu'en fait, ça marche. Dans le sommeil, c'est ce qui marche. Et même dans l'anxiété, ça marche aussi. Donc les antidépresseurs, j'en prescris beaucoup Caroline, dans les dépressions sévères, mais je pense que Caroline a eu raison. Donc Caroline, vous avez eu raison, bravo. Oui, parce que je voyais en plus les personnes autour de moi qui étaient vraiment très éteintes. Non, les antidépresseurs, je suis désolé, en fait. Caroline, je vous coupe, mais les antidépresseurs, on ne peut pas dire que ça éteigne, c'est neuroleptique, les tranquillisants. En revanche, les antidépresseurs, d'une part, c'est vrai qu'il y a une certaine toxicité, comme tous les médicaments ayant une action, mais surtout, ça ne marche pas, quoi. C'est le problème. C'est vrai qu'il faut, je pense que c'est nous-mêmes qui pouvons nous sauver en premier
Et c'est si vous étiez bipolaire, vous pourriez pas dire ça. Si vous aviez un trouble bipolaire, vous pourriez pas dire ça. Oui, mais pardon. comme vous aviez une cause identifiée qui était le burn-out, donc un surmenage pour parler français, eh bien, je crois qu'effectivement, le simple fait d'être au repos dans une clinique, de parler, de méditer, de faire des thérapies cognitives et comportementales, de revenir sur vous, de lire, d'écrire. L'écriture est un des meilleurs soins que je connaisse. Je fais beaucoup écrire mes patients. Je crois beaucoup au travail de l'écriture, plus qu'au travail du rêve. C'est une auto-méditation. C'est essentiel, c'est la mise en forme de sa pensée. Mais bien sûr. La mise en forme. Donc je pense que vous étiez dans les bonnes conditions et qu'en effet, dans ce cas-là, comme votre psychiatre a été d'accord avec vous, finalement, pour ne pas vous prescrire d'antidépresseurs, moi je vous approuve complètement. Mais Caroline, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions quand vous racontez cet épisode qui est certainement encore un peu douloureux, non ? Alors, pas forcément douloureux. C'est fou ce que je vais vous dire, mais j'ai vécu un mois et demi, en fait, limite magique, parce que pour la première fois de ma vie, j'ai su m'arrêter, en fait. J'ai enfin pu écouter mes sentiments, je me suis mise à la peindre, je me suis mise à faire du piano. Et donc, c'est limite une boule, mais ça me fait du bien même de passer dans votre émission, parce que ça me rappelle... Mais pourquoi ? Ça me rappelle qu'il faut que je reprenne ça. Ben oui, c'est ce que j'allais dire. Pourquoi ça vous rend triste ? Peut-être parce que vous n'y arrivez pas aujourd'hui à vous accorder ces moments-là ? Alors, parce que il y a plein de choses qui ont changé par la suite, parce que ça m'a aidé. J'ai trouvé un super job dans les finances, bref. Mais je suis retombée aujourd'hui dans avec pas mal d'épreuves. Et je sors de l'hôpital où ma maman est à un cancer très avancé. Donc il y a peut-être un peu d'émotion dans ma voix aussi par rapport à ça. D'accord, oui. Mais en clair, ce matin, quand vous m'avez appelé, du moins ce matin, quand je me suis dit je viendrai, je vais pouvoir discuter et témoigner de cela, j'ai été touchée parce que ça me rappelle plein de choses. Et vous avez fait partie aussi de ma guérison, Brigitte. Parce que parfois, il m'est arrivé de vous appeler. Et en fait, ça a été salvateur, le fait de parler. Mais oui, comme d'écrire, de parler, d'écrire, de mettre des mots sur ce qu'on ressent pour qu'on puisse vraiment sortir de son corps ce qu'on ressent, parce que c'est important. Alors là, moi j'entends que votre maman va pas bien et que vous allez sans doute la perdre. Caroline, prenez soin de vous, parce que c'est des moments aussi qui peuvent nous faire retomber. C'est des moments, c'est des deuils c'est certainement d'ailleurs le deuil le plus lourd. La perte de sa mère, Patrick Lemoine. Oui, et parlez-lui, jusqu'au bout, et écoutez-la aussi. C'est pour ça que je suis contente aujourd'hui de pouvoir parler de ce thème, parce que ça me ramène justement à me dire attention Frédéric, là tu es en train de retomber dans ce piège de travailler, de plus te poser. Et voilà, je suis contente. Bon, en tout cas, avec votre maman, vivez vraiment ce pouvoir du moment présent jusqu'au bout. Merci Caroline. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et puis on continue bien sûr avec vous sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages. C'est aux éditions Odile Jacob. Je vous conseille toujours de lire les livres de Patrick Lemoine, parce qu'on découvre encore plus toute la complexité de la nature humaine, et c'est amusant parce que c'est à travers Baudelaire, à travers Molière, enfin des personnages presque mythiques. C'est vrai, j'ai essayé de m'amuser. Je crois que le mot convient bien. On s'amuse en vous lisant. Je crois que et puis vos ordonnances m'amusent toujours beaucoup. Oui, Monsieur Jourdain, puisque vous en parlez, du bourgeois gentilhomme, je soupçonne de démarrer un Alzheimer, donc je le mets sous tutelle, parce qu'il dépense trop ses sous avec des parasites, je suis inquiet pour lui quand même. Et puis c'est bien parce que vous avez aussi parlé de Podane et des jeux troubles de l'inceste. C'est vrai. Alors, le père de Podane, qu'on aurait pu appeler Weinstein, à mon avis, il mérite vraiment d'être incarcéré tout de suite. On est bien d'accord. C'est un grand bandit, celui-là. C'est un grand bandit, absolument. Diane est avec nous. Bonjour Diane. Bonjour Brigitte, bonjour Patrick. Bonjour. Alors, l'auteur, je suis pas sûre que ça dira quelque chose à Patrick Lemoine, mais le livre, je crois qu'il va savoir de quoi on parle. Allez-y, Diane.
Oui, je pense qu'effectivement, on n'est pas dans la haute littérature, on est plutôt loin des Molières et plus proche des 50 nuances. 50 nuances de gris, 50 nuances. Oh, ça vous dit quelque chose, ça, quand même? Le film, certainement, oui. Bon, et les Ah, non, livres... mais c'est un livre. Le livre, je l'ai pas lu. Mais le film, j'ai vu, oui. Oui. Alors, Eh oui. moi, j'ai lu un livre, le premier, je crois, mais j'ai pas lu les suivants parce que j'avoue que c'est en effet pas de la grande littérature. Oui. Moi, j'ai pas Mais- trouvé le film formidable non plus. Mais ce que je dois reconnaître, parce que j'ai suffisamment eu d'auditrices qui, grâce à ce livre, ont découvert une sexualité nouvelle, et ça, moi, je rends à César ce qui lui appartient. Ouais. Oui, alors effectivement, là, je voulais pas parler de grande littérature parce que déjà, c'est pas mon. Je suis moins dans ce truc-là. Je suis beaucoup plus dans la partie 50 nuances que je connais bien du coup. Et effectivement, moi, ça m'a ouvert un monde que je ne connaissais pas, que je n'imaginais peut-être pas autant. Et ça m'a ouvert complètement puisque. Donc c'est grâce à ce livre que vous avez commencé le BDSM. Ouais, que le libertinage, etc. Ouais, bien sûr. Oui, le livre m'a permis de comprendre que ma sexualité était Un peu trop normative. ouais, c'est ça, exactement. Et pour autant, j'étais plutôt contente. Et je me suis rendu compte que finalement, non. Bon, au grand détriment au désarroi de mon ex-mari. Parce qu'effectivement, du coup, cette sexualité, je l'ai pas testée avec lui. Oui, c'est-à-dire vous êtes arrivé un soir, vous lui avez dit « Mon chéri, j'ai été acheter chez Bricomarché de la ficelle, Des menottes. des menottes. Non, mais on avait des trucs comme ça, mais c'était ce qu'on appelle, enfin vraiment un truc de ménagère avec le kit tout classique. Et moi après, je suis passée sur un truc un peu plus moins classique. » Ben oui, c'est bien, c'est bien. Non, mais et là, finalement, de quoi on parle avec Diane, Patrick Lemoine? On parle d'un fantasme qui va être éveillé par une lecture ou par la vision d'un film. Oui. Mais il me semble que tout le monde dans sa vie, au moins en fin d'adolescence, a eu un livre qui l'a éveillé à la sexualité de manière générale et parfois à certaines pratiques particulières. Et j'imagine, en tant que psychiatre, ce qui nous éveille, c'est quand même quelque chose qui était en nous, en fait. Évidemment. Là, on est bien À d'accord. l'adolescence, on est vraiment à la recherche. Moi, je suis d'une époque où les livres étaient interdits. Playboy on était obligé de l'acheter en cachette. Donc, effectivement, on était tous à la recherche et je pense que c'était en nous, en effet. Mmh. Oui, c'est ça. Et moi, je vois aujourd'hui, j'ai l'impression aussi que les jeunes se mettent un peu plus étonnamment au livre, parce que quand je parle de sexualité avec mon fils qui a 18 ans, et je lui dis, tu sais, les films, c'est pas la réalité. Il me dit, non, mais moi, en fait, mon éveil, je me l'ai fait avec des livres. Moi, ce que je trouve étonnant, c'est pareil, c'est pas de la grande littérature, c'est le succès de la new romance et de la dark romance. Ah c'est ça dont il me parle, exactement. C'est la dark romance dont il vous parle. Exactement. Oui. Exactement. Alors c'est quand même des histoires où les femmes sont un peu violentées, et je trouve ça très étonnant actuellement, parce qu'on a d'un côté des femmes qui sont pour que les femmes soient plus respectées, et en même temps ces mêmes femmes elles lisent des livres où elles sont violentées, attachées. Enfin c'est assez. Il n'y a jamais le contraire, il n'y a jamais d'hommes attachés, violentés dans ces dark romances. Alors ça, j'avoue que je n'en lis pas beaucoup, donc je ne... Dans les liaisons dangereuses, c'est le cas. Oui. Alors c'est un peu plus vieux, mais quand même, le vicomte, il est vachement violenté par la marquise. On voit que vous n'avez jamais lu un dark romance, parce que c'est pas la qualité littéraire de liaison dangereuse. Je vais absolument repartir avec le moral dans les chaussettes. Non, mais ça, vous pouvez... sur un plan littéraire, on peut se passer de la new romance ou de la dark romance. Mais c'est intéressant de voir... Sur l'ouverture. Oui, mais c'est intéressant, vous avez raison Diane, c'est intéressant de comprendre que les jeunes lisent ça, ce qui veut bien dire que y a dans la nature humaine cette envie d'être bousculé dans sa sexualité. Enfin, je veux dire, non ? Oui, mais je crois aussi quand même que régulièrement, on voit des espèces de action-réaction. C'est-à-dire qu'effectivement, on est vers un plus grand respect des femmes, on lutte contre les féminicides, on lutte contre toutes les violences, le viol conjugal, et forcément, il y a une réaction
qui est peut-être une certaine manière aussi de faire prendre conscience aux femmes que non, ça ne va pas se passer, que même si c'est décrit, ça ne doit pas exister. Oui, on peut le vivre dans le fantasme et dans l'irréel, mais pas dans le réel. Je pense que Perrault, quand il a écrit Peau d'âne, j'imagine que dans sa tête, il avait quand même le projet de dénoncer l'inceste. Bien sûr. Sinon, ça aurait été horrible de sa part. Et je ne crois pas que ce soit un type horrible, Perrault. Non, mais on voit bien, que les contes sont là. Il décrit, et ce qui est terrible dans ce conte, c'est que le père, qui est, comme je disais, un violeur, enfin un incestueux, n'est pas puni. Il est récompensé à la fin, tout rentre dans l'ordre, tout le monde est content. Dans le Chaperon Rouge, le loup, il n'est pas décapité non plus. Hein. Oui, mais il y a une morale. Dans le Chaperon Rouge, où il explique qu'en effet, il explique bien que le fait d'être mangé par le loup, c'est avoir son premier rapport sexuel, c'est perdre sa virginité. Il dit bien. Oui, mais dans Peau d'âne, dans Peau d'âne, il n'y a pas de morale. Il est pauvre. Il a perdu toute sa richesse. Le père ? Bah oui. Pas du tout. Oh, puisqu'il décapite son âne qui permet mais de. il reste un roi très puissant qui épouse une femme de son âge, qui vient au mariage de sa fille avec un joli prince. Non, et il reste quand même un roi, même s'il perd effectivement un petit peu de rentrée d'impôts avec son âne. Son âne qui tous les jours. Je pense que Perrault, il était assez moraliste, et je trouve que c'est le plus troublant de ces contes, parce que justement, le roi n'est pas puni. Il devrait aller en prison, le roi. Il faudrait que je relise Peau d'âne. Ah oui. Bon, en tout cas, Diane, 50 nuances de Grey, évidemment, tout le monde connaît, même si tout le monde ne l'a pas lu, mais je suis d'accord avec vous, ça a libéré beaucoup de fantasmes chez les femmes, donc il faut rendre honneur à cette autrice. Ça permettait juste de comprendre qu'il y a des choses qui peuvent être faites sans que ce soit dans la... Il fallait essayer, en fait. Il fallait essayer et comprendre. Et voilà, ce qui nous paraissait un peu bizarre, tout comme le BDSM, sans parler de vraiment aller dans la soumission extrême. Mais en tout cas, ça permettait quand même aux femmes, ça a quand même permis de pouvoir un peu démocratiser la claque sur une petite levrette. Excusez-moi, mais ça a au moins démocratisé un peu tout ça. Absolument, ça a permis à beaucoup de femmes d'oser ce qu'elles n'auraient peut-être pas imaginé. Merci beaucoup, Diane. On va faire une petite pause pour laisser la place aux infos. Puis je vous propose une devinette, Patrick Lemoine, elle est très mignonne celle-ci. Comment le mari marin divorce-t-il ? Vous avez le temps des infos ? Comment le mari marin divorce-t-il ? Vous avez le temps des infos pour me trouver une réponse. On se retrouve tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons continuer à comprendre en quoi il faut encourager nos enfants à lire, parce que la lecture, ça nous permet de rentrer dans la compréhension de la nature humaine. Merci Patrick Lemoine d'être avec nous. Je sais que vous êtes très occupé, mais merci aussi de nous présenter ce livre, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages. C'est aux éditions Odile Jacob. Vous avez coécrit avec Sophie Viguier-Vincent, qui elle est journaliste littéraire, et donc vous nous décrivez différents auteurs et différents personnages. On a parlé déjà de quelques-uns. Quel est peut-être celui dans ce livre pour qui vous avez le plus d'affection ? C'est Monsieur Jourdain, justement. Monsieur Jourdain, que j'aime beaucoup. On s'est un peu disputé avec Sophie, ma co-autrice, parce que quand je disais c'était un bon père de famille, un bon mari... Je précise que c'est un personnage de Molière, un malade imaginaire. Et elle me disait, enfin tu te rends compte, il voulait marier de force sa fille, il voulait tromper sa femme, et elle oubliait complètement qu'elle était anachronique, parce qu'à l'époque, l'amour ne faisait pas du tout partie du contrat de mariage. Le contrat de mariage, c'était un contrat au sens financier du terme. C'était deux entreprises qui s'associaient. Et donc vouloir marier sa fille à un bon parti, vouloir... on voit par exemple dans La Princesse de Clèves, quand son mari lui dit qu'il est amoureux d'elle, elle en tombe sur le séant, comme on disait à l'époque, et toutes les lectrices de Madame de Lafayette ont été sidérées. Un mec amoureux de sa femme, c'était du jamais vu, c'était pas possible. Un homme pouvait pas être fidèle, et une femme avait le droit d'être infidèle après la ménopause. Alors en fait, le problème, c'était d'être sûr que les petites étaient bien du mari. C'était le seul problème. Donc l'amour ne faisait pas partie. Donc je pense que Monsieur Jourdain, un personnage très attachant, parce que
il est gentil, il est naïf, il se fait gruger. En fait, c'est l'anti-Molière qui était très rusé, très roué, qui savait faire sa cour à Louis XIV. Lui, il est complètement à côté de ses pompes. Mais ce qui m'étonne pour ce pauvre homme, qui se fait tant avoir par tous ces parasites de cour, c'est que c'était un homme d'affaires très, très avisé. Il a fait bâti une fortune. Et tout d'un coup, il se fait avoir. Donc je pense qu'il est en train de perdre la tête et qu'il est en train de virer Alzheimer. C'est pour cette raison que je le mets sous tutelle. Peut-être malheureusement un jour dans un EHPAD spécialisé. Voilà en Le quoi pauvre. on s'amuse à lire Patrick Lemoine. Alors, avant de donner la parole à Émilie qui est avec nous, comment le marin divorce-t-il ? Je sèche. Non, il largue les amarres, Waouh. le marin, pour divorcer. Bonjour Émilie. Il met les voiles alors. Oui, si vous Bonjour voulez. Patrick. Bonjour Émilie. Alors, Bonjour, Émilie. quel auteur vous nous proposez ? Alors, au sujet de l'érotisme, alors j'ai pas d'auteur en particulier, mais j'ai une collection en particulier, c'était le roman L'eau de rose de chez J'ai lu. J'en ai lu énormément quand j'étais au lycée et ça m'a beaucoup plu parce que c'était romantique et puis voilà, il y avait beaucoup de scènes de sexe et ouais, ça me plaisait bien. Et d'ailleurs, avant de les lire, j'avais déjà un imaginaire assez développé sur l'érotisme, donc voilà, c'était la continuité. Oui, bah c'était la même chose que ce dont on vient de parler, la New Romance en fait. Mais je voyais pas la collection J'ai lu comme une collection érotique, franchement. Moi non plus, surtout les collections roses. Oui. Je pense que c'était peut-être moins érotique que vous l'imaginez aujourd'hui, Émilie. Peut-être que c'était plus... Je sais pas. Non, c'était peut-être un peu dans la lignée de Barbara Cartland, j'imagine. C'est-à-dire que c'était plus des histoires d'amour avec du désir oui, et suggéré. Non, il n'y avait pas des descriptions de coït torrides. Bah si. Mais c'est peut-être votre imaginaire qui se souvient de ça, non ? Ou peut-être quelques livres de la collection. Il y avait des scènes de sexe. Ah ouais ? Beaucoup. Et explicite ? Bah oui, complètement. Ouais, ça me surprend, oui. Franchement, c'était en quelle année ça ? En quelle année vous avez lu ça ? Ça devait être en 2002, 2003. Ah oui, donc écoutez, peut-être. Et je n'ai jamais lu Barbara Cartland, donc je ne peux pas comparer. Mais c'est une grosse collection, j'ai lu quand même. Il y a des tas de livres très différents. Oui, mais là... mais c'était la collection rose. Peut-être qu'on n'a pas été... on n'a pas été voir ce que c'était, mais la collection rose, c'était peut-être une couleur qui déjà indiquait quelque chose d'un peu sexuel, oui. Oui, c'était peut-être Passion, quelque chose, et voilà, les couvertures étaient rouges et avec en couverture un homme et une femme. Oui, donc vous avez raison. Mais il faut quand même, moi je me souviens, puisque je l'ai connu, Jacques Sadoul, qui à un moment donné dirigeait J'ai lu, c'était quelqu'un qui d'abord a fait l'encyclopédie de la bande dessinée érotique, enfin, c'est donc tout à fait quelqu'un qui était capable de lancer une collection un peu sexe chez J'ai lu, donc... Excusez-nous d'avoir mis en doute vos propos. Oui, pas de souci, et merci beaucoup à cette personne. Oui, mais je crois que c'est intéressant, parce qu'on parle beaucoup aujourd'hui de la pornographie. Alors moi, j'ai évidemment rien contre la pornographie, mais je pense que la littérature érotique, ou même littérature pornographique, laisse peut-être plus de place à l'imaginaire que l'image, non ? Même si je sais que l'homme est très visuel. Oui, je pense qu'effectivement, la pornographie, d'une certaine manière, tue l'amour, parce que c'est tellement explicite qu'en effet, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de fantasme. C'est comme ça, c'est cru. Alors, on peut aimer le cru. Moi, j'aime bien la viande saignante, mais pas crue, quand même. Donc, je crois que la pornographie... Faites attention à ce que vous dites, parce que vous dites, on pourrait croire que vous comparez une femme à de la viande. Malheureusement, dans la pornographie, souvent, c'est un peu ça, oui. Pas toujours, mais bon. Je sais que je suis sur un terrain glissant, là. Mais bon. Ne vous enfoncez pas. Non, c'est promis. Je suis un homme respectable. Bon, bref. Émilie, vous voulez réagir un petit peu encore ou pas ? Qu'est-ce que vous avez ? Est-ce que je peux parler d'un deuxième auteur inspirant ? Oui, bien sûr. Oui, alors je vais citer Michel Odoul. Donc donc son livre Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi. J'ai découvert Michel Odoul grâce à votre émission et ça m'a beaucoup parlé. Donc j'ai commandé son livre et je l'ai trouvé génial et je me suis rendu compte que j'étais responsable de ma santé et ça m'a permis de voir les choses autrement et d'agir surtout pour me sentir mieux.
Et j'ai eu un énorme coup de cœur pour la médecine traditionnelle chinoise. Et voilà, à tel point que quelques années plus tard, j'ai décidé de m'inscrire dans une école de médecine chinoise. Et maintenant, je suis acupunctrice. Donc, merci à vous pour la qualité de vos invités et merci à Michel Odoul. Alors, Michel Odoul, oui, vous connaissez peut-être Patrick Lemoine. En tout cas, c'est un de mes invités. Il a écrit Dis-moi tu as mal, mais bien d'autres livres. Et en fait, il fait parler les mots du corps, si je puis dire. Oui, d'accord. Et c'est vrai que la relation entre le corps et l'esprit, on est d'accord aujourd'hui, c'est totalement reconnu. En tout cas, je suis content que vous soyez allé vers la médecine chinoise, qui est vraiment très intéressante. J'enlèverai le mot traditionnel, parce que pour avoir travaillé pas mal à Pékin, et avec des médecins chinois, c'est une médecine qui évolue, qui n'est absolument pas statique, absolument pas tournée vers le passé. C'est pas une médecine vraiment traditionnelle, elle est en fait tout autant dans le progrès que la médecine dite occidentale. Et je crois que c'est une médecine très importante. Et je rêve d'un monde où un jour les médecins occidentaux pourront enfin faire la synthèse avec les médecins orientaux. Ça serait pas mal. Oui. Je travaillais dans un hôpital à Pékin, qui était un hôpital occidental, mais où il y avait des équipes chinoises qui venaient faire l'acupuncture, des massages, des moxas. C'était formidable. C'est vrai qu'on a toujours à apprendre des autres et c'est vrai qu'une ouverture... C'est une autre dimension. Oui, absolument. En tout cas, merci Émilie de rendre hommage à Michel Odoul. Je lui ferai part de ça et il sera ravi d'avoir été la petite graine qui s'est plantée en vous et qui a permis que vous trouviez votre voie, parce que visiblement ça a l'air de vous épanouir tout ça. Oui, ça me plaît énormément, c'est passionnant et merci à vous aussi pour votre émission. Merci Émilie. On continue dans un instant avec vous bien sûr sur Sud Radio. N'hésitez pas à nous rejoindre 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Patrick Lemoine est avec nous et il nous fait découvrir les différents comment dirais-je, mots de la santé psychique des écrivains. La santé psychique des écrivains, c'est aux éditions Odile Jacob. Gabriel est avec nous. Bonjour Gabriel. Alors là, je crois quand même que vous connaissez cet auteur, Patrick Lemoine. Sinon, là... je pars en courant. Je crois qu'on va être très inquiet. Bonjour Gabriel. Bonjour Gabriel. Bonjour Brigitte et bonjour Patrick. Bonjour Gabriel. Je suis heureuse de pouvoir être avec vous ce vendredi 27. Et si vous m'autorisez, je voudrais souhaiter un anniversaire à la plus grande actrice française, Isabelle Adjani. Voilà, je profite de vos ondes si c'est possible. Écoutez, oui, c'est son anniversaire aujourd'hui, ce 27 juin. Ouais, donc oui, c'est vrai qu'elle est cancer. Oui, absolument. Et elle est de la même année que vous. Donc le 12 octobre. Oui, ça je savais qu'on est toutes les deux de 55. Oui. Mais moi, moi au moins, j'assume mon âge. Elle aussi. Non, arrêtez. Mais si, ça n'empêche pas qu'on peut s'arranger. Je veux dire, non, mais bien sûr qu'on peut essayer de rester bien, mais il faut pas exagérer non plus. Elle en fait un peu trop, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour parler d'elle. Voilà. Ça a été. Elle reste magnifique. Oui, absolument. C'est une grande actrice comme Sarah Bernard. Je rigole. Les deux que j'ai connus. Alors, vous nous parlez de qui? Parce que Patrick Lemoine est très inquiet. Oui, là. oui. Elle m'a fait un set teasing. Connaissez-vous Cyrano? Bien sûr, Cyrano de Bergerac. Forcément, quand même. Voilà. Bon, vous êtes rassurés? Ouf. Non, alors, dites-nous, parlez-nous de vous avez découvert Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce que ça vous a procuré? À quel âge vous découvrez cette pièce? En fait, ça a commencé. J'étais adolescente et il est passé la pièce de théâtre à la télé. Et Cyrano était incarné par Jacques Weber. Oui. Et c'était en 82-83 et ça a été un choc. Et l'actrice, c'était Nicole Jamet. Je m'en souviens très bien. Et ça a été un choc de voir ce personnage, donc Cyrano, qui ne s'aimait pas, vous voyez, qui se trouvait laid et qui adorait sa cousine. Et en fait, qui prête ses mots à Christian qui a la beauté, voilà. Et donc de voir qu'il manquait de confiance malgré son courage
Bon, c'était au niveau de ses émotions qu'il manquait de courage. Donc vous vous êtes reconnu en Cyrano de Bergerac, si je comprends bien. Exactement, c'est ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment touchée. Et puis bon, c'est une très belle œuvre. En plus, c'est écrit en alexandrin. Donc ensuite, vous l'avez lu, c'est ça? Je l'ai lu. Je suis d'abord allée le voir au cinéma en 90. Et je me souviens qu'en sortant du film, on commence à parler. Je dis, mais mince, on parle pas en vers. Parce qu'on était tellement imprégné pendant 2 heures, tout était en vers. Et ben nous, non, on parlait pas en vers. Donc, et puis j'ai lu bien sûr le livre. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai acheté le DVD. Je l'ai montré à mon neveu et également à mon petit-fils. Mais jeune, 7-8 ans. Et ça leur a beaucoup plu. Une fois, ils devaient avoir une récitation. Et on avait pris un extrait de cette Cyrano, la déclaration de Cyrano au balcon. Oui. Mais ce qui est intéressant, ça c'était quand il doit la grande tirade. Amandine, voilà. Ouais. Mais pour dire que ça m'avait touchée, peut-être pas transformée, mais ça m'avait fait réaliser que la beauté était intérieure, vous voyez, vous pouvez... Oui, mais votre témoignage est important parce que d'abord, oui, ça envoie un message positif parce que vous vous identifiez à Cyrano. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que dit Gabrielle, c'est qu'elle va le faire découvrir à ses neveux, à ses petits-enfants. Et cette transmission, moi, elle me plaît beaucoup. Ça, c'est drôlement bien. Parce que finalement, vous donnez aux enfants quelque chose qui va les marquer pour la vie, il me semble. Oui. Cyrano, il fait l'amour par procuration. Et ça, je trouve que ça n'avait pas été tellement dit avant cette pièce. Et je trouve que c'est très fort. C'est très brillant. Et ça permet justement, effectivement... on avait des histoires de crapauds qui donnaient des princes après avoir été embrassés par une princesse. Mais là, c'est pas pareil. Il arrive à être magnifique tout en étant laid, avec son immense nez. Oui, il se trouvait laid, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, il y a cette fameuse scène où Christian se rend compte que Roxane ne l'aime pas, qu'elle aime son âme, et même elle lui dit « je vous aimerai même si vous étiez laid ». Et donc, Christian va voir Cyrano pour lui dire « c'est toi qu'elle aime, c'est toi, va lui dire que c'est toi qui écris les lettres ». Et quand il va pour lui dire « Christian meurt », et donc il ne lui dit pas. Alors ça, c'est horrible. C'est horrible. Mais bon, je l'ai déjà vu. On voit que vous la connaissez par cœur, la pièce. Oui, je l'ai vu. Bon, je pense que vous auriez pu nous la dire en alexandrin quand même. Je connais quelques passages qui m'ont marqué. Voilà. À la fin de l'envoi, je touche. Oui. Et d'ailleurs, mon neveu m'avait rappelé une fois, il y a eu une pub pour le football. Et ils avaient utilisé ça à la fin de l'envoi Je touche, et il s'est souvenu que c'était Cyrano, vous voyez, ça l'avait marqué. Et c'était parce que c'est quelque chose qu'on peut voir à tout âge. C'est pas, oui, vous avez raison. Après, en alexandrin, pour des enfants, c'est pas toujours très simple, mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est que vous leur avez passé le message, c'est-à-dire que vous leur avez fait lire, mais en même temps en leur expliquant pourquoi ça vous tenait tant à cœur. Oui, c'est parce que c'est une fragilité, voilà, avoir la fragilité sous cette... Mais est-ce que vous aviez compris, Gabrielle, que ce nez si imposant, c'est un symbole phallique? Brigitte, j'étais sûre. Il fallait... si, quand même. Ce n'est pas vrai, vous vous trompez, Brigitte. Oh, je vous casse votre rêve. Je suis désolée, Gabrielle. C'est un fantasme d'adolescente, et Brigitte est toujours une adolescente, tout le monde le sait, qu'il y a une corrélation entre la taille du nez et la taille du reste. Mais moi aussi, je conteste. Non, mais attendez, j'ai parlé de symbole. Oui. J'ai pas parlé de réalité, j'ai parlé de symbole phallique. On dit ça. Ah non, mais moi, j'avais pas vu ça comme ça. Là, vous m'avez tout gâché. Pourquoi ce serait gâché, franchement? Il y a pas de, vous voyez, c'est un amour pas sexuel. Vous voyez,
c'est sublimé, vous voyez. Gabriel nous explique que c'est la beauté de l'âme qui compte. Oui. Et vous, Brigitte, vous venez à la longueur de son phallus, mon Dieu. C'est ça, vous. Mais le phallus, c'est pas sexuel, Gabriel. C'est la puissance. Non, mais vous n'avez pas compris l'œuvre. Non, je crois pas. Il y a différentes interprétations. Je peux garder la mienne. Gardez votre interprétation, mais je peux aussi garder la mienne. Hein. Je plaisante. Non, mais indépendant. On plaisante tous les trois. Mais je suis franchement du côté de Gabriel, là. C'était l'amour absolu, vous voyez, cette passion. C'est tellement beau qu'il n'y a pas besoin de faire l'amour, quoi. Vraiment, c'est beau. Mais ça peut être très très beau de faire l'amour quand même aussi. Hein. Oui, mais Cyrano ne le fait jamais. Bah, c'est bien dommage. Bah oui. C'est bien dommage. D'où la destruction du symbole. Mais il se dépense beaucoup physiquement parce qu'il se bat. Et donc, il a moins besoin de se défouler sexuellement. Oui, alors ce qui va dans le sens de Brigitte, c'est qu'effectivement, l'épée aussi est un symbole et qu'en effet, il la manie très très bien. Et que c'est le roi de l'escrime. Donc, en effet, de ce côté-là, le nez épée peut avoir une valeur symbolique. Non. Mais non. Laissons Gabriel avec son prince Cyrano. Merci en tout cas, Gabriel. Merci beaucoup de ce témoignage. Et puis on fait une petite pause. On se retrouve avec le Sexo Conseil. Bah oui, je suis obsédée. On va faire l'amour en 5 leçons pour s'améliorer. Voilà le Sexo Conseil qui vous attend. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil. Alors, Patrick Lemoine, ce Sexo Conseil, c'est mieux faire l'amour en 5 leçons. Alors, je vais vous expliquer, vous allez voir, c'est très très simple. Si. Je suis tout oui. C'est très simple. Tout d'abord, il faut avoir envie d'avoir envie. Donc, il faut se rendre un petit peu disponible, s'accorder le temps nécessaire pour laisser de côté le travail, les ennuis, les pensées un petit peu négatives. Déjà, éviter de se programmer un rapport sexuel un soir de fatigue. Hein. Ça, c'est la première leçon. Vous êtes d'accord avec ça ? Totalement. Deuxième clé, apprendre à mieux se connaître et particulièrement à mieux savoir ce qui nous fait du bien. C'est pour ça que beaucoup de sexothérapeutes conseillent quand même la masturbation, surtout en ce qui concerne les femmes, parce que c'est vrai que pour les femmes, c'est pas toujours simple de savoir comment elles aiment être caressées. Et c'est vrai que les gens sont pas toujours très en relation avec leur corps. C'est vrai, il y a une ignorance, surtout des femmes, sur leur propre anatomie qui est surprenante. Tout à fait. Je crois qu'il y avait eu un sondage où on demandait à des femmes ce qu'était le clitoris. Et la plupart du temps, c'était inconnu. Il fallait faire un dessin pour qu'elles comprennent. C'est tout à fait... C'est culturel en réalité. Culturel, il y a quand même dans beaucoup de cultures où... Oui, dans beaucoup de cultures qui... Oui, mais vous avez raison. On devrait aider les femmes à se découvrir. Oui, absolument. Troisième leçon, accepter l'autre sexe. Hein, si on est hétéro, si on est homo, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, on voit bien dans les couples homosexuels, souvent, il y a une meilleure communication sexuelle parce que justement, on n'est pas face au mystère de l'autre. Oui, on est dans un miroir. Et quand on est dans l'hétérosexualité, il faut comprendre qu'on n'est pas forcément au diapason. Hein. Moi, j'aime bien rappeler, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, que l'homme est plutôt dans la pulsion et la femme plutôt dans le désir. Et que pulsion et désir, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai. Vous avez l'air tout triste en disant c'est vrai. Non, je suis pas triste. Je suis dans la réflexion parce qu'effectivement, on dit souvent que l'homme peut faire l'amour sans amour, contrairement à la femme. Du moins au début. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'on on fonctionne pas tout à fait de la même manière. Moi, j'aime bien quand, dans le spectacle de Paul Devendre, par exemple, quand il dit que l'homme c'est un micro-ondes, la femme c'est un four. Faut le temps que ça chauffe. Mais parler de four au théâtre, c'est un peu difficile. Quand même. Quatrième point, il faut savoir s'abandonner en toute confiance. Alors c'est intéressant ce verbe, s'abandonner en toute confiance, enfin cette phrase plus exactement, parce que on est ensemble, donc il faut à la fois se lâcher, être en harmonie avec l'autre,
et en même temps être en confiance. Donc si on n'est pas en confiance, moi je vois pas comment on peut s'abandonner à l'autre. Et ça c'est quand même important parce que combien de couples continuent à faire l'amour alors qu'ils n'ont pas vraiment, ils ont pas confiance en eux et pas confiance en l'autre et ils s'étonnent que ça marche pas. C'est normal que ça marche pas. Oui, puis le mot confiance, on peut l'entendre d'une autre manière aussi. C'est j'ai confiance en toi parce que tu ne me fais pas peur. L'amour, c'est comme le sommeil. On ne peut dormir et faire l'amour que si on n'a pas peur de l'autre. Et je passe beaucoup de temps, puisque mon métier, c'est quand même les troubles du sommeil, à expliquer et à aider les personnes à trouver des stratégies pour ne pas avoir peur. Quand elles sont au lit, soit pour faire l'amour, soit pour dormir, parce que dans la peur, on ne dort pas. Oui, on est en éveil. Essayez, Brigitte, ce soir, je vous emmène dans une maison de campagne que vous ne connaissez pas, dans un milieu que vous ne connaissez pas, et vous dormez toute seule dans cette maison, vous n'êtes pas sûr d'avoir fermé la porte en bas, je suis pas sûr que vous allez très bien dormir. Oh si, moi j'ai un sommeil de bébé. On dit ça. Non, sincèrement. Mais enfin, sauf si, évidemment, si on a peur, on des peut bruits. Pas dormir. Oui, non, mais bien sûr. Et si on a peur, on n'est pas... Le moindre bruit, mais on éveille. Et faire l'amour avec quelqu'un dont on n'est pas sûr, qui fait un peu peur, à qui on ne peut pas se confier au vrai sens du terme, c'est voué à l'échec, en fait. Donc c'est important ce terme de confiance. Hein, voyez combien de femmes, malheureusement, que j'ai suivies, avaient très peur de leur mari et n'acceptaient que contraintes et forcées, et évidemment n'avaient aucune jouissance, bien sûr, c'était juste pour ne pas prendre des coups. Oui. Et alors, 5e leçon et dernière leçon, il faut rendre tout son corps érogène. Et ça s'apprend grâce notamment à la respiration et dans la relation à ses 5 sens. En d'autres mots, en développant sa sensualité. Et comment on développe sa sensualité? En développant son ressenti. Certes. Et expliquer à l'autre aussi les zones érogènes de soi et de l'autre. Oui, Parce qu'en fait... je ne veux pas paraphraser Freud et son abominable phrase de la femme, cette terra incognita, c'était horrible cette phrase de lui, et aujourd'hui il serait crucifié. Mais bref, il y a quand même une certaine ignorance du continent de l'autre, et lui expliquer telle zone érogène, mon corps est un lieu érogène dans son entier, maintenant je vais te montrer où. Non, on peut s'amuser d'ailleurs ce week-end. Hein, vous mettez des petites flèches, vous dessinez des petites flèches sur votre corps. Ça pourra le guider hein, si vous savez pas l'exprimer avec vos mots. En tout cas, ça avait été fait au XVIIe siècle avec la carte du tendre, qui vous plairait beaucoup, je pense. C'est les petites flèches en fait, tout simplement. Oui, et elle avait rendu le corps érogène en transformant le corps en carte de géographie, mais c'était hyper érotique son truc. Je vois de quoi vous parlez. Bon, donc vous voyez, ces 5 leçons, c'est assez simple. Hein. Oui, c'est simple. C'est du bon sens. Sur le papier, maintenant, il faut mettre en pratique, mais ça marche. Si on respecte ces 5 leçons, normalement, la sexualité doit fonctionner correctement. Donc à partir de demain, travaux pratiques. Travaux pratiques, exactement. Vous avez tout le week-end et on fera un compte-rendu lundi. Il y aura une interro. Hein. Une interro pratique, ça va être un peu difficile à la radio. Je vous propose qu'on revienne sur votre livre « La santé psychique des écrivains », Odile Jacob, que vous avez coécrit avec Sophie Viguier-Vincent. Est-ce que l'addiction, justement, puisque vous en parlez à la fin du livre, on dit de plus en plus qu'elle est en nette augmentation. Ça vient de quoi? En fait, l'addiction est universelle. Elle existe chez l'animal, peut-être même chez les plantes. En tout cas, être addict, c'est pas un défaut. Un diabétique qui est addict à son insuline, c'est pas un problème. Vous et moi sommes addicts à l'oxygène que nous respirons ou à l'eau que nous buvons. Donc, c'est pas l'addiction qui est le problème, c'est le fait du produit qu'on choisit déjà. Être addict à la cocaïne, c'est pas la même chose qu'être addict à l'insuline non plus. Et le fait aussi qu'il y a une démocratisation des drogues. Il y a une époque, fumer du hashish, c'était très chic, fallait être riche, fallait être intellectuel, c'était pas donné à tout le monde. Maintenant, n'importe qui, pour 3 francs 6 sous, peut se procurer du shit, peut se procurer... Et puis, il y a même des drogues très graves, comme l'alcool, la nicotine. Oui, enfin, je veux dire, je parle du chemsex, oui. du crack. Oui, tout à fait. Ça, c'est des drogues qui sont très, très nocives. Même sans être addictive, d'ailleurs. C'est vrai. Alors, dans les textes qu'on a choisis, effectivement, il y a un certain nombre d'addictions
Une qui est complètement visionnaire de la part de Zola dans Le Bonheur des Dames. C'est le premier grand magasin de l'histoire où on voit une acheteuse compulsive qui est extraordinairement bien décrite. On a l'impression que, bon, elle est dans un grand magasin, mais elle serait devant son ordinateur pour acheter chez Amazon, il n'y aurait aucune différence. Puis il y en a une autre qui est fétichiste de la soie. Alors il y a un nom, Neophilie, je crois, qui est un peu barbare, mais on voit que là, il y a des addictions non chimiques. Et puis, évidemment, si on parle d'Edgar Poe, il y a l'alcool. Oui. Et le chat noir, cette nouvelle qui est terrifiante de ce type qui adore son chat et qui lui arrache un œil et qui finit par mettre le feu à brûler le chat et qui le voit, en fait, c'est un délire alcoolique. Bien sûr, mais l'alcool est terrible. Hein. Ça donne et je crois que ça détruit les neurones du cerveau petit à petit. Il y a deux conséquences, c'est soit le foie, soit le cerveau. Et effectivement, chez Poe, c'était le cerveau, et son héros était exactement comme lui, parce qu'il est mort quand même de son alcoolisme, Edgar Poe. Et on voit vraiment de manière extrêmement précise l'évolution de ce héros et de son chat. Et la dernière image, qui est vraiment une image cinématographique, où la maison brûle, le chat brûle, et il voit sur le mur une tache qui représente un immense chat. Pour moi, c'est d'une part une hallucination d'un alcoolique, mais c'est aussi ce qu'on appelle, je vais être très savant, une pareidolie. Et vous l'avez tous fait. Vous en premier, Brigitte, c'est-à-dire quand vous regardez le ciel et vous voyez des nuages, vous vous amusez à voir des figures dans les nuages. C'est vrai, absolument. Edgar Poe, cette tache de brûlure sur le mur, il en fait un chat, et c'est sa culpabilité. Il n'est pas pervers, hein, il se sent coupable d'avoir torturé son chat. Oui, bien sûr. Alors, vous veniez de parler d'Émile Zola. Moi, je sais qu'Émile Zola, j'ai beaucoup lu Émile Zola et qui m'a beaucoup. J'étais jeune, hein, et je trouve que on n'en parle pas beaucoup. On parle toujours de Balzac, qui a bien décrit les personnages. Je trouve qu'Émile Zola est plus humain que Balzac. Je sais pas ce que. Moi, Balzac m'ennuyait profondément parce que 40 pages sur une salle de bain ou sur un pot de peinture, c'est vraiment trop long. Alors, on peut s'ennuyer avec des listes comme Belle du Seigneur de Albert Cohen, mais Zola, quand même, c'est plus vivant, c'est plus rapide, c'est presque plus psychologique. Moi j'adorais Zola. Balzac, j'en ai lu, mais j'avais du mal quand même. Moi j'ai même essayé d'en relire un parce qu'on m'avait vanté à nouveau Balzac, et puis bon, c'est vrai que Balzac c'est la comédie humaine. Hein. Oui, mais quand même. Et puis disons que Balzac, il était dans cette théorie de la dégénérescence qui a fait des ravages en psychiatrie, où finalement c'était la faute des parents qui rendaient malades leurs enfants, et plus les fous c'était des dégénérés, qui a emmené finalement la France et l'Allemagne à exterminer les fous à cause de cette théorie de la dégénérescence. Donc Balzac, j'ai un petit peu de mal en tant que psychiatre avec lui. Zola, c'est extraordinaire comme ce qu'il raconte. Même si il décrit aussi des théories dégénérescentes avec Coupeau qui tombe de son toit, qui devient alcoolique, sa fille Nana qui se prostitue, etc. Donc il y a aussi des lignées. C'est une époque aussi. Oui, de toute façon c'était la théorie scientifique de l'époque, de la psychiatrie. La psychiatrie a quand même énormément évolué. Oui, elle a fait du mal aussi. Il faut bien le dire. Non, mais je veux dire, elle est moins. Mais Zola était un visionnaire. Au bonheur des dames, il a inventé la Samaritaine, il a inventé les grands magasins, le printemps, et il a inventé donc la description de l'alcoolisme. Il a inventé donc toutes ces toxicomanies, ces addictions sans drogue. Et c'est exceptionnel. Personne d'autre ne l'a fait aussi bien. Il était largement aussi bon que Jules Verne dans l'anticipation. Ben moi, ça me fait plaisir parce que j'étais adolescente, en effet, fan d'Émile Zola. J'ai beaucoup lu Émile Zola. Et je trouve qu'on l'a un petit peu oublié dans les grands auteurs. On parle beaucoup de Flaubert, de Balzac, et de bien d'autres. Mais j'ai vu un très beau film hier, Sarah Bernard. Oui, j'ai très envie de le voir. Il est très beau, il faut le voir. Et Zola a un grand rôle. Et justement, il est énormément réhabilité, je trouve, dans ce film, de même que Edmond Rostand, qui est en train d'écrire Cyrano. Pour ça que j'aimais bien tout à l'heure écouter notre auditrice. C'est un très beau film que moi je recommande. Oui, en plus, c'est avec assez... des costumes somptueux. Oui, puis on m'a dit que c'était assez fidèle. Oui, historiquement, il n'y a vraiment rien à redire. Et ça, c'est intéressant aussi, toujours de rester assez fidèle. Et puis l'actrice est géniale. Et ben voilà, on a réhabilité... Sandrine Kiberlin.
Oui, absolument. C'est des rôles Elle formidables. devait être insupportable d'ailleurs, Sarah Bernard. Impossible à vivre, épuisante. Mais les acteurs sont souvent insupportables. Non, mais là, je parle que de Sarah Bernard. Je parle pas de Sandrine Kiberlin. Non, je me permettrai pas de parler. Je pense qu'elle était. Non, mais je veux dire, beaucoup de grands acteurs étaient insupportables. C'est pour elle que Zola a inventé l'expression monstre sacré. Ah, oui. Et vraiment, mais je crois qu'elle était épuisante. Elle n'arrêtait pas, elle tchatchait du matin au soir. Elle était provocatrice, mais absolument magnifique et géniale. Eh bien voilà, merci d'avoir réhabilité un petit peu Émile Zola. Merci Patrick Lemoine. On fait une petite pause et on va conclure avec vous, bien sûr, sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et on va conclure, Patrick Lemoine. On devait conclure avec Michel qui voulait nous parler de Freud. Finalement, c'est peut-être très bien qu'on ne parle pas de Freud, parce que vous en aviez parlé dans votre livre sur la santé psychique des génies. Donc on range le divan qui était dans le studio. On va ranger le divan, mais on va quand même un petit peu s'allonger si vous le voulez bien, Patrick Lemoine. Je vais vous poser la question, quel est le livre qui vous a le plus ému, adolescent, émoustillé un petit peu de quel livre? Là, vous me prenez au dépourvu, parce que d'habitude, c'est moi qui pose des questions. Vous la poserez après. Mais sans réfléchir, il y a un livre qui me vient à l'esprit. Donc je devais avoir 16-17 ans, un moment où on n'est pas certain de ses orientations, de son identité. C'est L'enfance d'un chef, de Sartre. Et c'est l'histoire d'un... C'est pas le livre le plus connu de Sartre. C'est pas le plus connu, mais il est très intéressant. C'est l'histoire d'un jeune garçon, complètement réac, complètement rigide, et qui, tout d'un coup, a une expérience homosexuelle. Et là, toute la fin du livre, mais est-ce que je suis homosexuel? On disait pas gay à l'époque, est-ce que je suis homosexuel? Et finalement, non, je suis pas homosexuel, je suis antisémite. Et j'avoue que ce garçon, au début, j'avais pas compris qu'il était aussi rigide, aussi réac. Et donc, je m'étais forcément un peu identifié à lui. Et le fait qu'il ait cette expérience homosexuelle m'avait beaucoup troublé, je dois dire. Fait poser un abîme de questions. Bon, j'ai fini par comprendre que c'était probablement pas mon orientation, mais quand même, ça m'a beaucoup ému, au vrai sens. Ça a créé un émoi chez moi. C'est intéressant parce que vous dites plein de choses là. Vous dites qu'en effet, cette question d'orientation quand on a 16-17 ans, c'est pas par hasard si aujourd'hui beaucoup de jeunes se disent non-binaires, parce que c'est vrai que moi, comme je le dis souvent, on se construit généralement avec des images masculines et des images féminines. Donc on peut avoir on parlait à une époque des fameuses amitiés particulières qui étaient en effet des... Ah oui, j'oubliais. C'est vrai que Perfit, que j'avais lu attentivement, m'avait aussi pas mal troublé, effectivement. C'est étonnant que mes parents me l'aient laissé lire, d'ailleurs. Et alors, moi, je vais faire ma psy, puisqu'on ne veut pas parler de Freud, je vais faire ma psy. On dit beaucoup que chez les hommes qui sont très rigides, etc., il y a une sorte d'homosexualité refoulée. Oui, alors je me sens pas trop visé. Je me permets. Sauf sur le plan du temps. Non, vous êtes certainement pas quelqu'un de rigide. Non, mais puis ça s'adressait pas à vous, ça s'adresse au personnage de. Je pense que de manière générale, tout jeune garçon, les filles aussi d'ailleurs, se pose la question de leur orientation. Éventuellement, peuvent jouer à touche pipi avec le petit cousin ou le petit copain, sans que ça porte vraiment à une orientation définitive. Mais je crois que c'est alors chez les jeunes filles aujourd'hui, de plus en plus, mais c'est même assez impressionnant, de plus en plus de jeunes filles démarrent leur sexualité entre filles. Oui. Et ça, ce qui ne veut pas dire qu'elles vont rester homosexuelles, mais c'est une manière et je trouve que c'est pas inintéressant parce que au moins elles vont découvrir leur sensualité et découvrir le plaisir d'une manière assez soft, sans avoir peur. Et sans avoir peur, justement, en confiance, puisque ce sera sans risque de grossesse aussi, parce que ça peut être aussi une façon de. Vous avez raison. J'avais pas vu cette angle-là. Non, mais c'est connu en fait. Il y avait des cultures où les jeunes filles découvraient l'amour soit entre filles, soit par la sodomie, pour être certaines justement de ne pas être enceintes. La sodomie, il y a encore certaines cultures qui démarrent leur sexualité comme ça pour rester vierge. Tout à fait. Parce que c'est aussi une manière de rester vierge. C'est une façon de rester vierge et de ne pas être enceinte.
osons le dire. Alors, puisque vous êtes confié, moi je vais vous dire, je vais vous faire un petit aveu. Moi, oui, et vous, Brigitte, alors? Oui, justement, je vais vous le dire. Moi, c'est Caroline Chéry de Jacques Laurent qui a été un livre qui m'avait complètement bouleversée. C'est cette jeune femme qui traverse. Alors, c'est une grande amoureuse. Hein, oui, c'est un peu à l'eau de rose, il me semble me rappeler. Oh, pas tant que ça, hein, parce que pour sauver sa vie, elle est capable de coucher avec ce qu'il faut. Hein, oui. Mais en même temps, oui, elle est très amoureuse de elle est très romantique, ou romanesque. Oui. Mais il y a aussi toute cette époque révolutionnaire qui est une époque très intéressante, parce que souvent, enfin très intéressante, je déteste la Révolution française, mais bon, c'est pas ce que je veux dire, mais ce qui est toujours... La Révolution peut-être pas, mais Robespierre, oui. Oui, enfin, tout ce massacre. Non, ce que je veux dire, que souvent dans les grandes histoires d'amour romanesques, c'est souvent des histoires d'amour contrariées par l'histoire, de toute façon, sinon ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Hein. C'est vrai. Autant en emporte le vent, par exemple, qui moi aussi m'a énormément bouleversée. C'est pareil, c'est une histoire compliquée. Il y a la guerre de sécession. C'est vrai, où ils sont séparés par l'histoire, effectivement. Oui, moi je pense que... Le comte de Monte Cristo est séparé aussi par l'histoire. Oui. Mais pour être dans certains clichés, après justement les amitiés particulières de Perfit et l'enfance d'un chef, c'est joli lapsus, il y avait Emmanuel et Histoire d'eau. Alors évidemment, ça, au niveau de... les jeunes auditeurs ne sauront pas de quoi je parle, mais c'était les deux romans érotiques de l'époque. Emmanuel, quand même, tout le monde, surtout qu'il y a un film qui est ressorti. Qui est ressorti, ah oui. Oui. Emmanuel, moi je trouve, pour l'avoir lu, c'est parfois un peu chiant quand même. Hein. Oui, je confirme. C'est pas ce que on n'avait pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent à l'époque. Sous la dent, je ne sais pas. Oui. Mais on lisait en cachette Sade aussi à Justine. Oui. Parce que, alors évidemment, on sautait les 9/10 qui étaient horriblement chiants de pseudo-philosophie. Puis il y avait quelques passages très croustillants qui nous faisaient quand même... Voire choquants quand même. Hein. Il y a des passages très choquants dans ça. Voire choquants. Mais enfin, pour les garçons, ça entraînait des réactions physiologiques. Et Histoire d'eau, c'est pareil. C'est tellement daté. Oui, ça date beaucoup. Je le conseillerais pas spécialement. Non. Finalement, 50 nuances degrés, largement... Oui, mais l'enfance d'un chef, je le conseillerais. Écoutez, je ne connais pas, donc pourquoi pas, je suis prête à découvrir. C'est très court. Moi, j'aime bien découvrir des livres qu'on me conseille, parce que justement, moi, je crois... on va terminer cette émission peut-être en redonnant l'envie de lire à ceux qui nous écoutent, parce que c'est vrai que notre imaginaire, c'est une grande puissance. Je crois que quand on a la capacité d'imaginer, on ne peut pas être malheureux, on ne peut pas tomber en dépression. Et peut-être que la lecture nous nourrit cet imaginaire et qu'il faut l'entretenir. Absolument, et je pense que la lecture rend intelligent. Et malheureusement, quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, où j'accuse Trump et McDo de rendre l'Amérique idiote, on voit le QI des États-Unis moyen qui est en chute libre parce que McDo, obésité, somnolence, pas de lecture, bêtise. Voilà, donc raison de plus pour lire le dernier livre de Patrick Lemoine qui vient de sortir. Il est tout chaud, c'est aux éditions Odile Jacob, La santé psychique des écrivains et de leurs personnages. Merci en tout cas Patrick Lemoine d'être venu nous le présenter. Alors ce week-end, vous avez compris, vous avez des exercices physiques à faire et les 5 leçons pour mieux faire l'amour. Donc vous avez un week-end très chargé. Absolument. Plus la lecture du livre de Patrick Lemoine, donc personne ne va s'ennuyer. Et lundi, interrogation évidemment. Mais lundi, cela étant dit plus sérieusement, on sera en compagnie de Samuel Comblaise et on va essayer de comprendre ces agressions de la part des mineurs, qu'est-ce qui provoque tous ces débordements, les réseaux sociaux, un manque d'éducation, bref, le porno. Enfin bon, vous pourrez évidemment réagir et témoigner si vous en avez envie.